Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Acter l'échec des Nations Unies et refonder un pacte mondial des peuples, c'est la proposition ambitieuse, utopique peut-être, de notre invitée. Une proposition qui est la seule possible pour elle si on veut garantir une société mondiale juste et viable. À l'heure où les conflits en Ukraine, au Soudan, au Congo s'enlisent ou reprennent de plus belle, à l'heure où la crise climatique nous atteint toutes et tous et où les atteintes à la biodiversité sont irrémédiables, à l'heure où une pandémie mondiale a dépassé toutes les fictions, il est indispensable pour notre invité de repenser l'approche multilatérale, de reconnaître les lacunes du droit international et de renforcer la justice internationale. Et la justice internationale, notre invitée la connaît bien puisqu'elle a plaidé notamment devant le tribunal international de justice. Notre invitée ce soir, c'est Monique Chemillier-Gendreau. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors Monique Chemillier-Gendreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'université Paris 7 Diderot, juriste, praticienne, engagée dans de multiples actions associatives aussi. Vos derniers ouvrages, Un autre droit pour un autre monde, Comment sortir des impasses du droit contemporain, mais aussi Régression de la démocratie et déchaînement de la violence. Je n'en cite que deux, mais vous avez de nombreux ouvrages, notamment sur cette question du droit international. Alors, ma première question, elle va peut-être vous sembler fort large, mais elle me paraissait intéressante pour débuter la discussion. La souveraineté des peuples, est-ce le problème, selon vous, le problème principal des dysfonctionnements de notre monde aujourd'hui ? Alors, vous posez une très bonne question, mais je vais la reformuler, parce qu'en droit, il n'y a pas de souveraineté des peuples. Rien n'a posé cela comme une norme. Il y a une souveraineté des États. La norme fondamentale des Nations Unies, c'est que les États, elle reconnaît la souveraineté des États. Et ça n'est pas la même chose, parce que les pouvoirs d'État sont souvent par rapport au peuple des confiscations des pouvoirs du peuple au profit de groupes plus ou moins démocratiques. Donc la question que je pose aujourd'hui, et que je pose de manière un peu radicale, mais je crois que nous avons besoin de cette radicalité, c'est que l'obstacle au droit international, il est dans la souveraineté des États. Et vous venez de rappeler le tableau qu'on peut faire de la société mondiale. La question des guerres est là. Nous n'avons pas éradiqué la guerre. Alors c'est moins sensible pour des peuples protégés, comme sont quand même les peuples de l'Europe de l'Ouest. Mais la guerre fait rage en Ukraine, elle fait rage dans l'Est du Congo depuis des décennies maintenant. Elle a martyriser la Syrie, elle met le Yémen dans un état effroyable. Enfin, on peut citer des quantités, malheureusement, d'autres foyers de guerre. Vous avez cité les pandémies, les crises sociales. Vous avez regardé en quelques années Hong Kong, le Chili, l'Algérie, aujourd'hui l'Iran. Vous avez des peuples entiers qui se soulèvent, qui réclament quelque chose d'autre et qui ne l'obtiennent pas. Parce qu'ils ne sont pas souverains, justement. Et donc, il faut repenser le schéma, le contrat social mondial. Nous n'en avons pas pour l'instant. Il faut penser un contrat social mondial dans lequel le droit international, qu'il faut formuler de manière démocratique, doit pouvoir s'imposer aux souverainetés, alors qu'actuellement on est devant l'inverse. Ce sont les souverainetés des États qui décident quelle est la part de droit international qui s'appliquera à eux. Oui, c'est ça. Et ils peuvent le choisir souverainement. C'est ce qui fait que nous sommes dans une société déstructurée. Est-ce que la base du problème, c'est les Nations Unies? On sait aujourd'hui, enfin vous le dites, vous, c'est en échec. Il faut acter cet échec. Mais en même temps, cette charte des Nations Unies, on la présente quand même souvent comme un texte ambitieux, porteur d'espoir. Est-ce qu'il faut laisser tomber, du coup, cette charte? Est-ce qu'il faut oublier l'espoir qu'elle portait? Alors, c'est compliqué. Si vous voulez, les Nations Unies ont été un essai de plus. Il y avait eu l'essai de la Société des Nations. Et Henri Lafontaine avait joué un rôle avec d'autres, tout le courant solidariste, pour essayer de sortir l'humanité de l'état de chaos dans lequel elle était avec la Première Guerre mondiale. Le premier essai était très imparfait. Il a échoué, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a cru qu'on avait franchi un vrai pas de plus. C'est vrai sous certains aspects.
Les Nations Unies, il faut en faire une analyse fine. Il y a beaucoup de choses positives. Il y a que c'est un forum de rencontres. Il y a qu'avec tous les fonds, les agences, etc., il y a un travail formidable qui est fait sur le plan humanitaire, sur le plan de la défense des enfants, de la défense des réfugiés, etc. Heureusement que tous ces organismes existent. Mais les Nations Unies ont échoué dans ce qui était leur but, qui était le maintien de la paix. Elles ont échoué par la faute des grandes puissances qui avaient des arrière-pensées. Parce qu'on a dit on va interdire le recours à la force, très bien, mais on a mis pour gérer cette interdiction un organe, le Conseil de sécurité, qui n'est pas démocratique, c'est un organe aristocratique. Aristocratique, carrément. Oui. Une aristocratie, c'est une part de la société qui est dans une position privilégiée, définitive, qu'on ne remet jamais en cause. Et c'est exactement ce que les membres permanents, c'est ce qu'ils se sont octroyés, puisqu'ils sont membres permanents. Ils ne sont pas soumis à aucune réélection. Ils sont là définitivement. Alors, la raison qui avait été donnée, qui a marché au début, c'est que c'était les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, puisque c'est les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et la Russie, qui était l'URSS à l'époque. C'était, c'est vrai, la Ligue des pays qui, sur 2 fronts, avait réussi à vaincre l'hitlérisme et les puissances de l'Axe, le Japon et l'Italie. Donc ils bénéficiaient d'une aura politique formidable, ce qu'on peut comprendre. Simplement qu'ils en ont mal usé, parce qu'ils se sont donc octroyés une position de privilégié définitive. Alors nous sommes 77 ans plus tard. Cette légitimité est totalement usée, elle n'a plus aucun sens. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été vainqueur d'une guerre qui remonte à plusieurs décennies et d'avoir grâce à ça une position privilégiée? Et ils sont allés très loin dans leur position privilégiée, puisque par les articles 108 et 109 de la Charte, aucune révision de la Charte ne peut avoir lieu sans leur accord à tous les 5. Tous les 5. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de révision de la Charte. Oui, et ça veut dire aussi que ces 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont tendance à faire un peu des leçons de morale ou des leçons de démocratie à certains pays, eux-mêmes, au sein de l'ONU, ne respectent pas cette démocratie. Ils sont très peu écoutés, forcément, bien sûr. Alors, si vous voulez, quand vous me dites les Nations Unies, qu'est-ce qu'on peut en faire? On est dans un moment très difficile, parce que, évidemment, il ne faut pas les liquider comme ça. Moi, je pense, c'est le projet que je soutiens, et je voudrais bien arriver à convaincre les jeunes, je pense qu'il faut commencer à penser ce qui sera une autre organisation, puisque celle-ci n'est pas réformable. Et là, j'en veux un peu à mes collègues qui enseignent le droit international, qui n'aiment pas aller jusque-là, parce que c'est difficile de dire qu'on enseigne une discipline qui ne fonctionne pas. Vous savez, quand les dernières années où j'enseignais, je commençais mon cours de droit international en disant à mes étudiants, je vais vous enseigner une discipline qui n'existe pas. Alors vous avez le choix entre penser qu'elle n'existe plus, elle a existé mais c'est fini, ou qu'elle n'existe pas encore, ce qui est plus optimiste. Mais en tout cas, pour l'instant, le droit international est en panne. Alors il est en panne parce que les Nations Unies elles-mêmes sont en panne. Il faudra garder ce qui était bien. Il y a des choses qui étaient très bien dans la Charte, mais évidemment, il faut réformer plusieurs choses. Il faut réformer la composition de l'organe exécutif. Il faudra réformer l'organe législatif, qui n'est pas vraiment un organe législatif, mais l'Assemblée générale prend des résolutions. Elle approuve les travaux de la Commission du droit international. Elle fait un travail quasi législatif, sans autorité pour le faire, puisque ces résolutions ne sont pas contraignantes. Donc je pense qu'il faudra doter cette future organisation qu'on peut projeter quand même, c'est important pour donner un monde à rêver qui ne soit pas seulement de l'utopie au sens de l'irréel, mais de l'utopie au sens de ce qui n'est pas encore advenu, que nous allons faire advenir. Et donc, il faudra un Parlement mondial, dans lequel, bien entendu, les États devront être représentés, mais je suis persuadée qu'il faut une deuxième chambre. Alors, il y a le Conseil économique et social, c'est important, mais il faudra associer à cela ce qu'on appelle la société civile, c'est très difficile. Et de toute façon, il faudra que ce soit un Parlement des peuples et non pas des États. Parce que les États, dans leur volonté de puissance, se sont tenus la main pour éliminer de la dimension mondiale beaucoup de peuples qui sont aujourd'hui
dans des pannes historiques. Je pense aux Palestiniens, aux Sahraouis, aux Kurdes. Vous avez énormément de peuples qui sont, sans compter, en France, le peuple kanak, qui actuellement est en difficulté avec le gouvernement français sur son avenir, etc. Vous avez des peuples qui n'ont pas trouvé leur place dans ce schéma international. Et qui, du coup, pourraient trouver leur place dans ce Parlement, mondial. On disait que l'organisation est une organisation des peuples et non pas des États, ils retrouveraient leur place. Donc, il y a une réforme à faire qui doit être très ambitieuse. Il ne faut pas que ça soit une réformette. Et de toute façon, là, il n'y a pas de réformette possible. Parce que, vous voyez, je lisais récemment un article dans lequel on parlait de la politique de Joe Biden, des démocrates américains à l'égard de l'Afrique, qui est une politique ambitieuse. Et Biden aurait l'air d'avoir promis aux Africains qu'il serait pour qu'ils aient une place au Conseil de sécurité comme membre permanent. Alors d'abord, Biden disant ça tout seul, ça n'a pas de réalité puisqu'il faudrait l'accord des 5 membres permanents. Et puis, ce serait une réformette. Parce que dès que vous ouvrez la question de est-ce qu'il faut élargir le nombre des membres permanents, vous n'en sortez pas. Quel est le critère selon lequel un État aurait une position privilégiée par rapport aux autres? Il faut démocratiser les Nations Unies, et il faut que les États soient tous à égalité, et qu'on fasse revenir au sein de la communauté mondiale les peuples, pour que l'humanité dans son ensemble soit représentée. Alors ça veut dire que donc il faut repenser cette organisation, repenser le droit international, renforcer aussi la justice internationale, c'est indispensable. Alors oui, parce que si vous voulez, le droit international va avec les Nations Unies actuellement. Elles ont été créées pour développer le droit international. Mais c'était un paradoxe incroyable parce qu'on voulait développer le droit international, on a créé la commission du droit international qui prépare des textes. On a fait des progrès fabuleux du point de vue de la formulation du droit international. Nous avons un corpus de textes, des grands traités dans tous les domaines, qui sont très progressistes et très audacieux pour beaucoup d'entre eux. Simplement qu'on a oublié l'autre jambe du droit international, c'est-à-dire son applicabilité. Alors, avec le principe de souveraineté des États, cette applicabilité est au bon vouloir des États, puisque ce droit est un droit contractuel. C'est-à-dire qu'il ne s'applique, comme les contrats entre particuliers, qu'entre ceux qui les ont signés et ratifiés. Oui. Et c'est le gros problème, c'est le gros problème vraiment aujourd'hui. Prenez la question des armes, les grands traités d'interdiction des armes. On a cru avoir fait un pas formidable avec le traité d'interdiction des armes nucléaires. Mais les détenteurs de l'arme nucléaire n'y ont pas adhéré. Donc quel est le sens de ce droit international ? Il faut sortir quand même de cette ambiguïté, c'est pas possible. Et donc, il faut passer à un autre échelon. Il y a 2 choses à faire par rapport au droit international. Et là, il faut un travail dans les mentalités, dans les profondeurs. Il faut qu'on considère le droit international comme obligatoire universellement. Et on en est loin. Et puis, une fois que ce droit sera considéré comme obligatoire, il faut que la justice, quand elle a à intervenir, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas appliqué le droit, un des membres de la communauté, il faut que cette justice soit obligatoire. Le fait qu'elle soit facultative est évidemment désastreux. Parce que la Cour internationale de justice, comme la Cour pénale d'ailleurs, ces cours ne peuvent juger que si elles sont assurées que les États concernés ont accepté leurs compétences. C'est pas possible. Parce que quand on travaille parallèlement au travail intellectuel, quand on accepte, ce qui est quand même le cas de beaucoup des juristes, d'être confronté au milieu associatif, d'aller sur le terrain, etc., c'est pas possible. Vous savez, la guerre du Congo, puisque quand même, je pense que la Belgique suit ça de près, tout l'Est de la République démocratique du Congo est la proie d'une guerre, d'une barbarie inimaginable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juridiquement ? Eh bien, il s'est passé que le Congo, dès la fin de cette guerre, le plus gros de la guerre a été de 1998 à 2003. Là, les armées ougandaises et rwandaises sont rentrées sur le territoire du Congo ouvertement. Le Congo a saisi la Cour de l'Aube. Mais, vous voyez la question de la juridiction. Il n'a pu le faire que contre l'Ouganda, parce que l'Ouganda acceptait la juridiction de la Cour, avait signé la clause. Il n'a pas pu le faire contre le Rwanda, le Burundi ou les autres protagonistes. Donc ça a donné une justice bancale.
Le procès a duré plusieurs mois. Nos collègues belges étaient impliqués, ont défendu le Congo très bien. La Cour a rendu un très bon arrêt en 2005, disant avec ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire contre l'Ouganda seulement, qui avait eu des violations des droits de l'homme, des violations du droit humanitaire, des crimes de guerre, etc. Elle a fait un travail très approfondi, se basant sur les rapports des Nations Unies, sur les témoignages, etc. En l'occurrence, c'était très difficile. On était en milieu de forêt équatoriale, dans des villages qui étaient détruits et brûlés d'un seul coup. Comment voulez-vous avoir des preuves des maisons brûlées, des devis de réparation et des certificats de décès? C'est ce qu'un tribunal demande. Donc, en crime de masse, il faut ajuster le système de preuves. Donc, la Cour a rendu un très bon arrêt, mais elle n'a pas chiffré les réparations, parce qu'elle a dit « Je propose que les deux États négocient les réparations. S'ils n'y arrivent pas, qu'ils reviennent devant moi. À ce moment-là, je jugerai les réparations. » Les deux États ont négocié pendant presque 20 ans, n'ont pas abouti à un accord sur les réparations, évidemment. Deux États africains aussi fragiles, aussi marqués par des problèmes de corruption, etc. Enfin, on peut imaginer. Bref, impossible de se mettre d'accord. Ils sont venus devant la Cour. La Cour a fait comme elle a pu. C'était très difficile parce que l'Ouganda, évidemment, exigeait des preuves minutieuses, cas par cas, sou par sou, vraiment. Et c'était impossible. Donc, la Cour a fait de son mieux. Elle a quand même condamné l'Ouganda à des réparations un peu décevantes par rapport à ce que demandait, très décevantes même, par rapport à ce que demandait la République démocratique du Congo. Et donc, c'est réglé avec l'Ouganda. Mais l'autre acteur principal, le Rwanda, a échappé à la justice. Monique Chumillier-Gendreau, vous nous disiez tout à l'heure que cette Organisation mondiale des peuples que vous appelez de vos voeux, vous essayez de convaincre notamment la jeune génération de s'emparer de ce projet. Et j'ai envie de dire, vous, on sent toujours cette flamme quand vous en parlez, cette volonté d'avancer, de faire avancer les choses. Est-ce que vous sentez cette flamme? Est-ce que vous arrivez justement à toucher ces jeunes et à ce que cette révolte aussi qu'on sent en vous, est-ce qu'elle est aussi chez cette jeune génération? Ma réponse est non. Avec tristesse, je dis ça. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Les jeunesses des différents pays sont quand même prises dans les problèmes nationaux, dans les problèmes immédiats. La jeunesse d'aujourd'hui n'a pas un horizon lumineux devant elle. Et je dois dire que non. Alors, quand j'étais encore en activité, j'arrivais à convaincre mes étudiants de 3e cycle, parce que là, sur des petits groupes, on partageait beaucoup de choses. Mais c'est très, très peu quantitativement par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais il faut dire aussi qu'il y a, me semble-t-il, une responsabilité. Alors, vous êtes l'exemple contraire, puisque vous m'invitez à en parler. Mais j'allais dire, il y a une responsabilité des médias. Il n'y a pas beaucoup de débats là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de débats. Il y a une responsabilité des médias. Je pense qu'il y a une responsabilité des collègues de droit international qui préfèrent analyser le droit tel qu'il est plutôt que de le mettre en perspective critique. Alors c'est vrai que c'est déjà très complexe d'analyser le droit tel qu'il est, parce qu'il est déjà complexe, ce droit. Mais moi, surtout dans la dernière partie de ma vie professionnelle, je l'ai mis en perspective comme ça par rapport au grand conflit. Et là, si vous voulez, le tableau est tellement désastreux quand vous voyez non seulement les conflits militaires, mais la question des droits humains. La question des droits humains, nous avons en Europe, avec la Cour européenne des droits de l'homme, fait un pas considérable, puisque là, nous avons une juridiction obligatoire. Et là, nous avons une juridiction qui peut condamner les États, qu'ils soient d'accord ou pas, ils n'ont pas le choix. S'ils sont membres, s'ils ont adhéré à la Convention, eh bien, la juridiction de la Cour s'applique à eux. D'ailleurs, ça commence à faire grincer des dents. Il y a des pays qui parlent de récupérer leur souveraineté judiciaire, qui remettent en cause l'existence de cette Cour. Mais au moins, les Européens, nous avons ça. C'est-à-dire que si nous sommes victimes d'une violation des droits de l'homme dans notre pays ou dans un autre pays de l'Europe, alors il faut épuiser les voies de recours internes. C'est long et compliqué et dispendieux. Mais une fois que nous avons épuisé les voies de recours internes et que si nous n'avons pas obtenu réparation, nous pouvons aller devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour peut condamner l'État.
Ça, c'est un progrès considérable. Il n'y a que l'Europe. Donc, il faudrait une Cour mondiale des droits de l'homme sur ce modèle-là, pour que les Asiatiques, les Africains, les Américains, en Amérique, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme, mais il n'y a pas de recours individuel. Il faut passer par des pétitions. Donc voilà, il faudrait une Cour mondiale des droits de l'homme. Et puis, il y a un très beau projet qui est porté par les Tunisiens, qui est l'idée d'une Cour constitutionnelle internationale. Ça, c'est formidable. Moi, je suis très partisane de cette juridiction. C'est l'idée, alors c'est venu dans des conditions historiques intéressantes parce que quelquefois un cas particulier fait l'événement et déclenche une réflexion plus large. Au moment où Ben Ali était le dictateur de la Tunisie, il avait un opposant qui s'appelait Monsef Marzouki, qui était un médecin, qui était en exil en France, qui ensuite a été président pendant quelques mois en Tunisie. Et Monsef Marzouki voulait se présenter aux élections contre Ben Ali. Et Ben Ali avait pris un décret dont les termes faisaient que Marzouki ne pouvait pas se présenter parce qu'il fallait avoir été présent sur le territoire une certaine période, etc. Bref, il était éliminé de la course par un diktat. Et donc, il s'est demandé, il ne connaissait pas bien les textes internationaux, mais il a consulté des juristes tunisiens qui lui ont dit, ben oui, c'est vrai que dans les textes internationaux, il est dit « toute personne a le droit de participer aux fonctions publiques de son pays ». Et donc Marzouki a dit, mais alors ça, normalement, c'est pour moi. C'est pour moi. Eh bien non, parce que les pactes internationaux, la plupart des États du monde les ont signés et ratifiés. Mais il n'y a pas de juridiction, parce qu'il n'y a que les comités, vous savez, les pactes sont assortis de comités devant lesquels on peut venir. Ce n'est pas des recours juridictionnels. Donc ça n'a pas de valeur contraignante. Et donc l'idée des Tunisiens, c'est d'ajouter aux cours qui existent actuellement une cour constitutionnelle internationale qui jugerait les constitutions et les pratiques constitutionnelles et administratives des États au regard de leurs engagements internationaux. Vous avez signé ce pacte, vous devez l'appliquer. Et vous savez, quand vous voyez la liste des signataires des pactes, l'Afghanistan, la Syrie sont signataires des pactes. Dans les pactes, il y a la reconnaissance de l'égalité homme-femme, il y a la liberté de conscience et de religion, il y a l'interdiction de la torture, il y a le droit à un procès équitable. Tous ces États ont signé ça. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Moi, je trouve ça intolérable. Mais du coup, j'ai peut-être une dernière question pour vous, Monique Chemillé-Gendreau, qui sort un peu de la question du droit international, mais qui est liée à ce que vous venez de dire aujourd'hui, juste maintenant. C'est que vous avez eu, dans votre carrière, et notamment dans votre engagement aussi associatif, vous avez contribué à l'encadrement juridique du mouvement des sans-papiers en France. Aujourd'hui, en Belgique, à l'heure où on enregistre l'émission, on estime qu'il y a entre 2000 et 3000 personnes demandeuses d'asile qui dorment à la rue, des personnes que l'État belge a le devoir de protéger, normalement, d'abriter, de nourrir. Les décisions judiciaires pleuvent, l'État a été condamné des milliers de fois. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé l'État belge à l'ordre début novembre, car il laisse à la rue donc ses demandeurs d'asile. Quel regard vous portez sur cette situation ? Un regard d'une sévérité extrême. Vous savez, j'ai été très impliquée dans le mouvement des sans-papiers en France à la fin des années 90, quand il y a eu ce qu'on a appelé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler en Belgique, le mouvement des Saint-Bernard. Il y a eu 300 sans-papiers qui s'étaient tout d'un coup montrés dans une église en disant « Nous en avons assez d'être des clandestins, nous travaillons, nous avons des feuilles de paye, quelquefois nous payons des impôts, nous ne voulons plus de la clandestinité ». Alors, ils n'étaient pas très bien accueillis par le curé de cette église, et Ariane Nouchkine, la metteuse en scène du Théâtre du Soleil, très engagée politiquement, à ce moment-là, il n'y avait pas de spectacle dans ses locaux, elle a des locaux très, très sympathiques dans le bois de Vincennes, elle a dit « je les prends ». Elle les a hébergés chez elle pendant quelques semaines, et elle s'est dit « il leur faut des médiateurs ». Donc, elle a créé un organisme, elle-même, elle a pris son téléphone, elle a créé un organisme qui s'est appelé le Collège des médiateurs pour les Africains sans papier, dans lequel elle a mis, avec beaucoup d'intelligence politique,
tous les anciens résistants qui vivaient encore à l'époque, les grandes figures de la résistance. Donc Lucie Aubrac et Raymond Aubrac, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, ils sont tous morts maintenant, malheureusement. C'était une Stéphane Hessel aussi, je pense. Comment ? Stéphane Hessel. Stéphane Hessel était le porte-parole. Il y avait Laurent Schwartz. Bon. Et elle a mis quelques juristes, dont j'étais. Il y avait Mireille Delmas-Marty, qui ensuite a occupé la chaire de droit international du Collège de France. Et donc, nous avons essayé de discuter avec le gouvernement. C'était un gouvernement de droite, c'était le gouvernement de Juppé, c'était Jean-Louis Debré qui était ministre de l'Intérieur. Comme c'était Stéphane Hessel, que tout le monde respectait, qui allait faire les démarches, on lui promettait monts et merveilles. Et au bout de 3 mois, sur les 300, on a eu 40 régularisations. Stéphane a fait une émission où il montrait sa fureur. Et là, les sans-papiers se sont mis en grève de la faim. Et finalement, au mois d'août, pendant que tout le monde a le regard ailleurs avec les vacances, Jean-Louis Debré a envoyé une brigade spéciale avec un bélier pour forcer la porte de l'autre église dans laquelle ils s'étaient réfugiés et pour les évacuer. Voilà. Je me disais, c'est scandaleux. Eh bien, la situation est pire. Parce qu'à l'époque, on avait quand même dans la presse un écho relativement sympathique sur ce mouvement. Et en 20 ans, oui, ça fait une vingtaine d'années, un peu plus même, en 20 ans, l'opinion publique s'est crispée là-dessus. Les mouvements d'extrême droite en font leur pain quotidien. Et vous avez maintenant ce que nous n'avions pas à l'époque, les morts en Méditerranée. C'est-à-dire qu'à l'époque, on trouvait que c'était des violations terribles des droits humains, mais ce n'était pas des morts. Et maintenant, vous avez des milliers de morts en Méditerranée ou dans la Manche. Donc la situation des étrangers s'est aggravée. Et nous sommes dans un paradoxe inouï, parce que la situation s'est aggravée alors qu'on a de plus en plus besoin d'eux. La crise de l'emploi dans tous les pays européens démontre parfaitement. D'ailleurs, les patrons français sont très gênés parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'air d'être de gauche, mais ils ont besoin des sans-papiers, ils voudraient qu'on les régularise. Mais ils n'osent pas trop le dire ouvertement. Donc voilà, on est dans la folie. Et vous savez, le cœur de tout ça, c'est la méconnaissance les uns des autres. Parce que ça, c'est ce qui m'avait frappé dans tout ce chemin que j'ai fait avec ces étrangers, qui étaient donc des gens d'Afrique, c'est qu'eux nous connaissent très bien. Ils connaissent très bien la France, les Français, les codes de la France, etc. Et nous ne les connaissons pas. Et comme nous ne les connaissons pas, nous en avons peur, nous les craignons. Je ne sais pas très bien qui c'est. La Boétie, à l'époque, c'est-à-dire au XVIe siècle, dans son magnifique essai de la servitude volontaire, parlait de l'entreconnaissance. Il disait « Nous devons nous entreconnaître, puisque nous sommes tous faits à même moule. » À même moule, nous sommes des humains, avec énormément de choses en commun, et puis des différences qui tiennent aux cultures, aux religions, aux habitudes, aux langues, aux mœurs, etc. Il faut apprendre à se connaître. Et c'est ça qui manque. Apprendre à se connaître. Je pense que c'est une belle chute pour cette émission. Merci beaucoup Monique Chemillier-Gendreau. Donc, je rappelle que vous êtes professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l'université Paris 7 Diderot. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.